Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Aujourd'hui, écrivons demain ». Le podcast qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast. Et je suis la fondatrice de Redaxilv, une entreprise de rédaction pour les professionnels et les particuliers. D'un côté, j'aide les acteurs du nouveau monde à se raconter et à se rendre visibles en rédigeant leur contenu sur le web et les réseaux et en leur donnant la parole sur ce podcast. Et de l'autre, j'aide les particuliers à écrire leur biographie, les témoignages, c'est mon dada. À travers ce podcast, je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le nouveau monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Tous les lundis, je mets en ligne une nouvelle interview d'un acteur du nouveau monde pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, savoir ce qu'il apporte à ce nouveau monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité. Aujourd'hui, Marie-Pierre Mounaïr me reçoit chez elle à Saint-Vincent-de-Tyrosse. C'est lors de son deuxième burn-out, en 2015, qu'elle prend conscience qu'elle doit changer de cap professionnel et s'orienter vers ce qui l'anime véritablement, l'écriture. Marie-Pierre se définit comme écrit-thérapeute. C'est parce qu'elle a elle-même expérimenté l'écriture comme outil de développement personnel et de connaissance de soi qu'elle l'utilise désormais pour accompagner les autres à travers la rédaction de leur récit de vie. Elle n'est pas une biographe comme les autres. Elle ne se contente pas de raconter notre histoire sur papier, elle va plus loin que ça. Elle y intègre une dimension qu'on peut qualifier de thérapeutique. En effet, elle invite ses clients à travailler sur leurs blessures, croyances et blocages émotionnels, pour s'en libérer et gagner confiance en eux. Nous allons parcourir son histoire pour comprendre toutes les étapes par lesquelles elle a dû passer pour identifier quelle était sa mission de vie et pour s'y engager pleinement et se réaliser enfin. Installez-vous confortablement et immiscez-vous dans notre conversation passionnante. Bonne écoute. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Katia. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Très bien. Ravie d'être là avec toi. Merci de m'interviewer. Et merci de m'accueillir parce que où est-ce que nous sommes ? À Saint-Vincent-de-Tyrosse, dans les Landes. Et là en ce moment ? Dans mon bureau. Pardon. Alors je te remercie de participer à mon podcast. Est-ce Avec que plaisir. pour commencer, tu veux bien te présenter ? Alors, me présenter. Je m'appelle Marie-Pierre Mounaïr, je suis landaise d'origine, enfin en partie. Exilée 20 ans à Paris pour aller travailler dans le secrétariat à l'assistanat de direction, qui est métier que j'ai pratiqué pendant plus de 35 ans et qui m'a amenée à un burn-out, un deuxième burn-out. Et ce deuxième burn-out, j'ai compris que la vie décidait de m'arrêter et parce que j'étais plus sur mon chemin de vie. Et j'ai compris en écrivant mon premier livre, donc en fin 2015, donc ça fait quand même 8 ans maintenant, qu'il fallait que j'aille dans le domaine de l'écriture. Ok. Mais je savais absolument pas par quel biais, par quel bout prendre les choses. Parce que pour moi, tout le monde savait écrire et c'était pas un métier forcément. Donc j'ai créé ce métier-là. J'ai démarré, si tu veux, j'ai découvert le développement personnel en 2009. Et ce développement personnel m'a amené, bien entendu, en profonde introspection et m'a ramené dans l'enfance, là où je ne voulais surtout pas aller, surtout pas retourner, parce que je suis un enfant illégitime des années 60, donc avec l'étiquette l'enfant de la honte. C'est pour ça que je suis partie dans le secrétariat, d'ailleurs, garder le secret et se taire. Mais ça, je l'ai compris bien après. Et cet enfant de la honte, il fallait le cacher, il n'avait pas le droit d'exister. Et aujourd'hui, j'ose me montrer, j'ose m'exposer avec des livres bien jaunes. Et c'est toute mon évolution, en fait, qui s'est déroulée à partir de ce deuxième burn-out. Donc ça a été un gros truc, un gros clash, qui m'a permis d'être la femme que je suis aujourd'hui. En fait, qui m'a ramené à ma véritable personne, ma véritable identité, ma véritable authenticité.
que j'avais bien entendu bloqué dans une énorme carapace, je dirais même pas de carapace, je dirais même un château fort qu'il a fallu déconstruire avec un gros burin, déconstruire pierre par pierre pour revenir à ma véritable identité. Alors tu dis tu as fait un deuxième burn-out? Oui. Tu en as fait donc un premier? J'en ai fait un premier en 2010, ouais. C'est marrant parce que c'est marrant, je sais pas si c'est drôle, mais c'était au moment où j'ai démarré le développement personnel et où j'ai commencé à aller regarder mon enfance. Donc c'était l'année d'après. Et 2015, c'était après mon séminaire. Donc là, ça a été beaucoup plus rapide. Ça n'a pas demandé 1 an, ça a demandé 6 mois. Après mon séminaire avec Anthony Robbins à Londres et la marche sur le feu où je me suis réinventé mon enfance. C'est marrant parce que là, je suis en train de faire le lien au moment où je te parle. C'est assez drôle. Prise de conscience en direct. Mais en ce moment, c'est que ça. Premier burn-out 1 an après avoir démarré le développement personnel et enfin accepté grâce à un thérapeute de Bayonne d'aller revisiter mon enfance. Et au moment où je fais le deuxième, donc c'est-à-dire 6 mois après, donc il y a la période qui se réduit de moitié. Après m'être réinventé une enfance lors du séminaire avec Tony Robbins. Comment tu dis énorme quand tu dis réinventer une enfance? C'est-à-dire que comment expliquer ça simplement? Lors de ce séminaire, il nous a amené à marcher sur le feu. Donc ça a été la première journée. Ah oui, véritablement, sur des braises à 800 degrés. Ah oui, parce qu'avec lui, si tu veux, c'est un séminaire de 4 jours et à la sauce Tony, donc la sauce avec le choix américain aussi en arrière-plan, mais pas que, parce qu'il est quand même assez puissant. Il nous a amené à comprendre que le pouvoir de notre pensée peut nous faire dépasser des choses complètement inacceptables, donc marcher sur des braises à 850 degrés. Et là, tout au long de l'après-midi, en fait, il nous a préparé à cette marche sur le feu. Évidemment, on va pas le faire direct comme ça. Et il alterne la théorie, il alterne le fait de bouger son corps, le fait de parler avec le voisin, même s'il parle pas du tout le même langage, parce qu'il y avait 38 nationalités dans la salle, sur une salle de 5000 personnes quand même, c'est pas rien. Il nous a amené à travailler sur nos besoins. Et là, quand il nous a amené sur ce terrain-là, à l'écrit, parce qu'on faisait aussi des séances d'écriture. Donc c'est pour ça, moi j'adore. Besoin, mon ego mental là, elle est partie en vrille, je l'appelais groseille. Elle est partie en vrille. Elle s'est dit mais non, là ça va pas être possible. Tu me demandes de parler de mes besoins alors que je vois du bois qui est en train de brûler sur les écrans géants pour la marche sur le feu le soir. Non mais même pas en rêve, la panique. C'est-à-dire tu comprenais pas le lien qu'il pouvait y avoir entre tout ça ou Non, c'est parce que moi aller rencontrer mes besoins et les honorer, c'était même pas possible. C'est ce qui m'a conduit d'ailleurs au burn-out, parce que je répondais aux besoins des autres, mais les miens je les occultais complètement. Mon corps me le disait, des sciatiques à répétition, mais j'allais quand même au boulot. J'avais beau avoir 42 fièvres, il fallait quand même que je sois là pour assurer mon poste, parce que sinon l'entreprise, mon Dieu, va s'écrouler. Plein de choses comme ça. J'allais travailler, même malade, même en mode escargot, mais j'y allais quand même. Parce qu'il fallait que je réponde aux besoins de l'entreprise, que je réponde aux besoins des autres. Les heures supplémentaires pas payées, c'est pareil. Il fallait que je réponde vraiment aux besoins de mon poste. Puis bien entendu, les gens en usaient et en abusaient pour 0 reconnaissance à la finale. Donc tout ça, là je fais le lien entre tout ça et à chaque fois ça me ramenait à l'enfance. Ou comme j'étais un enfant de la honte, un enfant illégitime, simplement, des années 60, il fallait pas que j'existe, il fallait me cacher, il fallait pas qu'on me voie. Donc je pouvais pas répondre à mes propres besoins. Mais ça, je l'analysais bien après. Encore fallait-il peut-être arriver à les identifier. Ça a été, moi, je les ai tellement occultés que je les identifiais rien du tout. Tout m'y amenait, mais je ne voulais pas. Je ne voulais pas les voir, je ne voulais pas les regarder. Et là, au moment du séminaire, ça m'a en fait sauté aux yeux. J'ai fait le lien, mais après, sur le moment, pas vraiment. Mon ego est parti en vrille. Je suis sortie de la salle, je suis revenue, c'était fini, on était passé à autre chose, très bien. Et là, en plus, ça c'était au mois de mars 2015. En avril 2015, donc quelques semaines après, j'ai démarré la formation avec Jean-Jacques Crèvecoeur, La vie en mouvement. Une formation sur 18 mois. J'ai fait tous les modules impeccables. Arrivé le module des besoins. Terminé. Non, je veux pas y aller, je fais pas. Bon, je l'ai fait bien après. Un gros blocage. Un gros blocage au niveau des besoins. À un moment donné, quand on est revenu de Londres, parce que j'étais partie avec une de mes amies, et puis on était en train de bosser beaucoup toutes les deux, à l'écrit, à l'oral, etc. Elle me reparle des besoins. Je suis restée avec mon stylo, le bras en l'air,
le stylo dans la main, impossible de descendre le bras, impossible de le monter, blocage. Tout ça parce qu'elle me parlait des besoins. Un blocage émotionnel, Un blocage émotionnel, Ouais. physique, il y avait la totale. Et tout ça, ça m'a ramené quand même à cette histoire des besoins. Là, ça faisait 3 fois en très peu de temps. Hein. Je dis là, il y a quand même un truc, il va peut-être falloir que j'aille m'intéresser à mes besoins. À un moment donné, donc je négocie ma rupture conventionnelle en septembre 2015. Et je me retrouve chez moi. Ma fille était partie faire ses études à Bordeaux. Je me suis retrouvée toute seule, en fait. Et là, toute seule face à moi-même. Alors juste, tu as demandé une rupture pour quelle raison? Parce que j'étais en burn-out, j'en pouvais plus. Quand je suis revenue du séminaire de chez Tony Robbins où c'était en énergie super haute, c'était génial. J'étais vraiment vibratoirement, j'étais montée super haut. Et là, je suis redescendue. En fait, c'est comme si tu passes de la 5D à la 3D. Je suis redescendue dans mon entreprise où il y avait un clan à droite, un clan à gauche. J'étais au milieu. C'était vraiment ras des pâquerettes énergétiquement. Et là, ça n'a pas été possible. Là, j'ai pas supporté. Émotionnellement, ça fait boum, comme si tu descendais de 25 étages dans un ascenseur très 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 vite. Ça a fait exactement la même impression. Et là, deuxième burn-out. J'ai dit bon, ok. Et tu as compris que tu n'étais plus en adéquation? Du tout. J'étais plus du tout alignée avec ça. Bon, déjà, je me sentais pas bien avant de partir, mais là, ça a été l'électrochoc en fait. Et juste avant de revenir sur ton moment de réflexion quand tu t'y retrouves à la maison, tu nous as parlé que tu devais marcher sur le feu. Ouais. Juste pour revenir sur la puissance de la pensée, enfin, tu as marché sur le feu. Oui, je l'ai fait. Alors, ils nous avaient demandé de réciter des mantras, je les ai zappés en cours de route. J'étais concentrée sur les personnes qui étaient au bout du petit chemin de Brest. Là, on faisait 7-8 pas, hein. Tu fais pas non plus 10 kilomètres. Mais déjà, c'est pas mal. Sur de l'herbe, t'arrives sur de l'herbe mouillée. Au cas où il reste des petites braises, des petites choses comme ça, pour pas te brûler. Et j'étais concentrée sur les gars qui étaient en face de moi. Allez, go, 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 go. Et puis là, on y va, quoi. T'as l'ambiance, t'as tout, vraiment tout qui va bien. T'as la préparation mentale avant, t'as tout ça. Et effectivement, le pouvoir de la pensée, t'y vas, quoi. Tu baisses pas la tête, évidemment, parce que si tu baisses la tête, groseille là-haut, elle va être contente. Elle va se dire, là-haut, non, panique, non me tout, là. Donc, tu baisses pas la tête, t'y vas, tu te concentres sur les gens, t'arrives dans l'herbe mouillée, et une fois que c'est fait, ah ouais, c'est tout. Quelle sensation t'as eu à ce moment-là quand t'as traversé? Sur la traversée, j'étais concentrée sur mon objectif, d'arriver au bout. Je me suis pas posé plus de questions que ça. On y va. C'est vraiment le lâcher prise. Hein. On travaille vraiment le lâcher prise et le pouvoir de la pensée, et donc tu te brûleras pas. Il va rien se passer, tu vas. Tu fais confiance. C'est vraiment ça. Et après, dans la vie, une fois que tu as fait ça, tu t'aperçois que tu te prends la tête pour rien en fait. Tu dépasses tes peurs en fait. C'est ça, c'est une fois que tu es arrivé au bout. Quelle réaction après tu as eu? Ne serait-ce que d'avoir traversé, tu dis 7-8 pas, ok, ouais. Traversé. Quelle réaction tu as eu instantanément d'avoir vu ce que tu avais fait? J'ai réussi. J'ai réussi à le faire et en fait, c'était possible. C'était possible. En fait, j'ai presque minimisé le truc en disant ah ouais, c'est tout. En fait, c'est facile. En fait, c'est facile. Évidemment, on était accompagnés, il y avait tout ce qu'il fallait. Il faut pas le faire comme ça, décider dans ton jardin de faire un petit chemin de braise et puis d'y aller franco, parce que là, ça marchera peut-être pas. Il faut être bien préparé. Il faut être. C'est comme les fakirs qui vont se coucher sur des trucs pointus. C'est la même chose. C'est le pouvoir de la pensée, c'est de faire confiance, et c'est le lâcher prise. Je peux le faire. En tout cas, je reviens là-dessus parce que ça me paraît hyper important, ça paraît peut-être anecdotique, ce que nous sommes capables de pouvoir réaliser. On est capable, sauf que on se met toutes les barrières. C'est toutes nos peurs, c'est toutes nos croyances, c'est toutes nos blessures, c'est tous nos autosaboteurs, c'est tous les freins qu'on peut se mettre autour de nous pour avancer dans la vie. La symbolique, elle est là en fait. C'est vraiment lâche prise, fais confiance à la vie et le filet apparaîtra quand tu auras sauté dans le vide. C'est vraiment cette expression qui me vient à l'esprit là, ici et maintenant. Là, c'était la symbolique du feu ou c'est la purification. Il fallait que je purifie mon enfance. Parce que quand ça, c'était juste le premier jour. Le deuxième jour, il nous a préparé en fait sur ce qu'il appelle le grand nettoyage. Je savais absolument pas à quoi m'attendre. Et là, oh la vache. Si vous l'avez jamais fait, c'est vraiment à faire. Le grand nettoyage, en fait, il t'amène avec un système d'hypnose, avec un système de PNL, enfin la sauce Tony, parce qu'il a utilisé pas mal d'outils. Si vous ne connaissez pas Tony Robbins, je suis pas là pour en faire sa pub, mais moi, ça a été tellement un déclencheur que ça a été hyper, hyper puissant. Et en fait, il nous amène à voir la vie qu'on aurait si on fait exactement la même chose qu'aujourd'hui sans rien changer. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, où est-ce que j'en serai?
Et moi, je me suis vue, à ce moment-là, j'étais tellement en état de précarité, tellement pas bien, tellement des problèmes financiers jusqu'au-dessus de la tête. Voilà, il y avait tout qui bloquait sur le plan pro, sur le plan perso, mes enfants étaient partis. Je me suis retrouvée vraiment face à moi-même et face à mes peurs. Et je sais aujourd'hui que je suis aussi venue dans cette incarnation pour aller dans les profondeurs de mes peurs. Donc là, c'est chaud patate. Et à partir de là, t'as pas d'autre choix que d'être confronté justement à toi-même, à ton authenticité. Donc toute la carapace, elle dégage. Et c'est là où c'est pas évident. Quand tu fais ce travail-là de casser ta carapace, là tu te retrouves confronté à toi-même. Et j'ai perdu le fil de là où je voulais aller. On parlait de la journée de nettoyage. Ah oui, la journée de nettoyage, voilà. Donc là, ce jour-là, je me suis réinventé une enfance avec des parents aimants, avec une enfance vraiment avec mon père, ma mère, ce que je n'ai pas eu. Comme si tu te reprogrammais. Comme si je me suis carrément reprogrammé une enfance. Mais rien à voir avec l'enfance que j'avais eue, où il fallait me cacher, où j'étais élevée par une grand-mère castratrice, où j'ai vécu l'enfermement de 0 à 3 ans, parce que j'ai travaillé après sur Compostelle. Enfin voilà, c'est le sujet de mon dernier livre là qui est en cours d'écriture. C'est tous ces décodages-là que je suis en train de faire et c'est assez énorme. C'est assez énorme. Donc là, je me suis réinventé mon enfance avec une famille heureuse, des parents aimants, où j'étais choyée, où j'avais vraiment tout l'amour dont j'avais besoin et dont j'avais été privée dans cette vie, en fait. Donc j'ai carrément inversé la vapeur. Et ça, c'était énorme. C'est pour ça que quand je suis revenue dans mon entreprise, d'où le deuxième burn-out, forcément. Il y avait le choc au niveau énergétique, le choc au niveau de mon enfance que je m'étais réinventée, et j'étais plus du tout alignée avec les autres personnes. C'était pas possible. C'était vraiment pas possible. Donc, il a fallu que je me terre chez moi et que j'écrive mon histoire. Ça a été le déclencheur de mon métier d'aujourd'hui d'écrit-thérapeute. Mais ça a été quand même un long cheminement. Tu as ressenti le besoin d'écrire sur ton histoire? Ça faisait 35 ans que je voulais le faire, mais j'ai procrastiné. D'un autre côté, quand je l'ai écrit, je voulais pas non plus faire Cosette. Je voulais retracer les choses telles que je les avais ressenties, revécues avec les vrais lieux, les vraies personnes. Donc là, je sais que j'ai pris des risques. Parce que j'ai quand même de la famille connue à Versailles, avec pignon sur rue, voilà, une clinique, enfin voilà, tout vraiment la famille bourgeoise de Versailles. J'ai pris des risques, mais il fallait que je le fasse, il fallait vraiment que j'aille jusqu'au bout de la démarche. Je l'ai ressenti au fond de moi, au fond de mes tripes, au fond de mon âme. C'est tout m'a incité à faire ça. Et tant que je voulais pas, que je procrastinais, ouais, on verra ça un autre jour. Oui, j'écris tout le temps, j'écris. Je suis toujours en train d'écrire depuis toute petite. Je pouvais pas m'exprimer, donc j'écrivais. L'écriture fait partie de ma vie depuis, c'est une seconde nature pour moi. Et je pensais que tout le monde faisait la même chose. Comme quoi, hein, voyons ce qu'on peut se mettre aussi. Et là, tu te mets à écrire dans quelle intention à ce moment-là? De coucher mon histoire sur le papier, de vraiment me libérer émotionnellement. Et donc, de le garder pour toi, de le transmettre à ta famille, il fallait de que j'aille. Non, il fallait vraiment que j'aille au bout et que je l'ai dit. Il fallait vraiment que j'aille jusqu'au bout du processus. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que pour la petite histoire, quand j'ai fait la couverture, j'étais chez ma fille et donc j'avais osé mettre mon vrai nom, les vrais lieux, les vrais personnages, etc. Et ma fille, elle me dit, sur la couverture, t'as pas oublié un truc, maman? Bah non, quoi, il y a tout, il y a le titre, il y a l'image, il y a la 4e. Ouais, et ton nom? Ah bah je l'avais pas mis. Refus d'identité. Comment est-ce qu'il a été accueilli justement par tes proches? Alors, mon fils a eu un peu de mal, il a mis 6 mois à le lire. Après, il a trouvé bien. Ma fille, ça a été, en plus, il est sorti pour ses 20 ans. Mais ça, c'était pas du tout prévu. Mais vraiment pas, ça a été le hasard, si on peut dire ça comme ça. Je sais que tout est juste. Elle l'a accueilli d'une façon, elle a vu sa mère sous un autre angle. Elle m'a dit, maman, franchement, t'es toujours là après tout ça. Eh ben, chapeau bas. Ça lui a donné des prises de conscience aussi. Quand j'ai décrit effectivement son père, autant mon fils, il a dit ouais, t'as quand même été un peu fort, etc. Elle a dit bah non, ça c'est papa, c'est exactement ça. Elle a la même vision. Mon fils, c'est encore autre chose. Mais bon, ma famille de Versailles, je ne sais pas. J'ai pas eu de retour. J'en sais rien. Est-ce qu'ils ont compris des choses? Est-ce que voilà. Mais j'ai bien précisé quand même que c'était pas pour casser qui que ce soit. C'est pas de cet objectif-là. C'était de donner simplement ma vérité et d'oser me montrer. C'était vraiment l'étape qui était indispensable sur mon chemin de vie. C'était pas facile parce que je suis passée par vraiment un tsunami émotionnel. Et là où le pouvoir de l'écriture est magique, c'est vraiment magique, c'est que j'avais occulté mon enfance parce que c'était trop douloureux. Et petit à petit, au fil des pages, j'ai des souvenirs qui sont remontés à la surface, comme si on avait ouvert un grenier
et qu'on avait été décoder, ici, faire le ménage et aller trouver les pépites qu'il y a au fond du grenier. C'était vraiment cette image-là. Et là, j'ai revécu des trucs, j'ai marqué même des détails comme si je les avais vécus la veille. C'était hyper clair. Avec beaucoup de précision. Beaucoup de précision et je me suis bluffée moi-même parce que j'avais occulté tout ça. C'est énorme. Et le fait de l'écrire, c'est vraiment le pouvoir de l'écriture. Hein. C'est toi qui es dans l'écriture aussi. C'est vraiment quelque chose de magique. Comment est-ce que tu t'es sentie une fois que tu as eu terminé la rédaction de ton livre, que tu l'as édité? Alors auto-édité, mais comment? Super bien émotionnellement, libérée. C'est pour ça que ça s'appelle Enfin libérée d'ailleurs. Oui. Le titre, j'ai trouvé à la fin. Je me suis sentie vraiment comme un énorme poids en moins sur les épaules. J'ai posé ça. J'ai posé toutes les pierres là que je portais depuis longtemps. Je les ai vraiment posées, comme si je les balançais du haut d'un pont. Je me suis sentie super bien. Après, j'ai eu un moment de peur entre guillemets. Le fait de l'éditer et de m'imaginer, puis quand je l'ai vu vraiment dans les mains des personnes, j'ai dit oh purée, elles vont tout savoir. Et oui, d'assumer pleinement ce que tu avais écrit. D'assumer pleinement. Et puis je me suis dit, maintenant c'est posé, c'est fait. Allez, hop, lâche prise. C'est comme ça. Et après, dans un second temps, effectivement, une libération. Allez, c'est fait maintenant. On passe à autre chose. On entame un nouveau chapitre. On démarre le chapitre 21. S'il y avait un chapitre dans le bouquin. Et à quel moment est-ce que tu t'es dit, je vais faire de l'écriture mon nouveau cœur de métier? Je l'avais compris pendant mon burn-out. À un moment donné, j'ai eu un truc aussi qui s'est passé. Un matin, je me suis réveillée. Et ça a tourné, je me suis payé des vertiges. Je me dis, oh purée, là, gros stress quand même. Gros stress parce que je vivais toute seule, j'étais au chômage puisque j'avais négocié ma rupture conventionnelle, donc très précaire financièrement. Je me dis, oh purée, si jamais je peux plus bosser, ça va pas être possible ça. Comme j'ai un tempérament un peu de pas me laisser avoir, pas me laisser tomber. Même si je tombe, je me relève, même si c'est dur. Mais il était hors de question que je reste à terre. Et là, dans un moment d'illumination, comme j'étais beaucoup à l'école d'Isbourbeau, j'ai repris, c'est marrant, oui, la gorge qui gratte à ce moment-là, pardon. La gorge qui gratouille. Comme j'étais à l'école d'Isbourbeau, j'ai repris le petit bouquin, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc à ce moment-là, je me dis, bon, tu te poses. Je me suis allongée sur mon canapé et j'ai repris mon bouquin, et bien sûr mon cahier, le petit bouquin de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Et là, je me dis, ça y est, j'ai compris. À l'adolescence, j'avais viré le Pierre de mon prénom parce que je m'appelle Marie-Pierre. Tout le monde me connaissait à Marie. Le Pierre, il m'avait rejeté, donc moi je le rejette. À l'adolescence. Pierre t'a rejeté parce que c'est le prénom de ton... Apparemment, c'est le prénom de mon père. Je l'ai su plus tard. D'accord. Mais j'ai pas son identité. Là, je me suis dit, ok, tu n'assumes pas ton identité, d'où les vertiges. Ton arbre, il est pas bien enraciné avec des racines, une à droite, une à gauche. Ton arbre, il est bancal. J'ai repris mon identité, j'ai dit ok. Je reprends le Pierre et je mets bien le tiret entre les deux. Et tu me croiras si tu veux, mais à partir de là, les vertiges se sont estompés. Plus besoin de médicaments, je n'ai pas pris d'ailleurs. Pas besoin de médicaments, de quoi que ce soit. J'ai décidé de reprendre mon identité et puis vraiment décidé fermement, quoi. Ok. Oui, en conscience. En conscience. Voilà. Oui, parce que si tu mets pas la conscience, ça marche pas. D'incarner pleinement ce nom qui t'a été, exactement. Ce prénom qui t'a été donné. Voilà. L'identité. En même temps, Tony, 6 mois plus tôt, m'avait ramené à mon identité, à mon enfance, avec ce manque affectif que j'avais au niveau de mes parents, le rejet de mon père et l'abandon de ma mère, puisque j'ai jamais vécu avec eux. Lui, je le connais pas. Elle m'a confié à ses parents à Bayonne alors qu'elle s'est barrée à Paris, donc pour le suivre. Et moi, dans tout ça, donc que des points d'interrogation, que des secrets de famille, tout ça, j'ai dit ok, allez, je reprends tout ça. On efface l'enfance, de toute façon, le passé, on peut pas le refaire. Le tout, c'est de l'accepter. Et à partir du moment où je suis dans cette acceptation, ok, je m'appelle Marie-Pierre, et non pas que Marie. Ok, je reprends tout ça. Et à partir de là, j'ai commencé à réfléchir autrement sur l'après. Je me suis dit, le métier d'assistante, c'est bon, 35 ans, ça va, quoi. Hein, le public, le privé, l'indépendante, j'en ai fait le tour, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Et je me suis fait mon bilan de compétences. Qu'est-ce que tu aimes? L'écriture. Quand j'étais petite, je voulais être écrivain. On m'a toujours dit, c'est pas un métier. Donc, j'ai mis ça au placard. Les croyances. Et je bossais quand même, je continuais à travailler sur moi, évidemment. Bien, ça faisait quelques années déjà.
Donc, je commençais à décoder un petit peu tous ces trucs-là. J'ai dit, ok, vous voulez pas que je sois écrivain, vous voulez pas que je vive de l'écriture? Eh ben si, je veux faire un métier autour de l'écriture, parce que je sais au fond de moi que c'est là que je dois aller. Sous quelle forme? Aucune idée. Aucune idée. Je dis, tu sais faire quoi? Qu'est-ce que tu as fait dans ton métier? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et ce qui m'intéressait, c'était le côté thérapeutique aussi. Parce que la thérapie m'a toujours intéressée. J'ai toujours adoré la psycho, j'ai toujours adoré tout ça. Plus après, forcément, les formations, Lise Bourbeau, Jean-Jacques, etc. Donc tout ça, plus d'autres, séminaire Tony Robbins. Enfin voilà, j'ai beaucoup de lectures, beaucoup de conférences, beaucoup de formations, beaucoup de choses comme ça. Je me suis dit, quand j'ai regroupé tout ça, j'ai commencé, bien entendu, par moi-même. Il fallait que je me libère de cette enfance, de ce poids, que je comprenne pourquoi j'étais incarnée, qu'est-ce que je devais faire dans cette vie, quelle était ma mission. Ma mission, c'était d'aider les autres avec l'écriture. Bon, ça commençait à se préciser un petit peu. Vraiment un tout petit peu. Déjà un bon point de départ. Voilà. Après, j'ai commencé, il y a de plus en plus de personnes qui me demandaient des conseils, qui me voyaient évoluer. Comment t'as fait? Qu'est-ce d'un chien? J'ai commencé à parler des blessures, à parler des croyances, à parler des peurs, à parler de tout ça, des autosaboteurs. J'ai commencé à recevoir des gens pour poser des mots sur des mots en séance thérapeutique. Ensuite, il y en a qui m'ont demandé, comment tu fais pour écrire un bouquin? Et après, je me suis dit, ça c'est facile. Mais pour moi, c'était facile parce que mon métier d'assistante m'avait appris la bureautique. La rédaction, j'en faisais depuis toujours. Dans le métier d'assistante, on rédigeait un petit peu. Et je faisais aussi de la formation bureautique. Donc pour moi, c'était évident. Et je me suis posé la question, comment cumuler les deux? Parce que c'est ces deux parties-là qui sont deux métiers complètement différents. Comment les relier l'un avec l'autre? Et petit à petit, j'ai commencé comme ça. J'ai continué d'écrire un deuxième bouquin, un troisième, un quatrième, etc. Là, j'en suis à écrire le 8e, qui est une révision du premier, mais sous une autre version. Voilà. Au bout de 8 ans, c'est marrant parce que, tu vois, c'est toujours le 8, là, qui va sortir en 2024, qui est une année 8. Enfin bon, la numérologie me titille aussi en ce moment. Peut-être que ça sera une prochaine étape, j'en sais rien. Et petit à petit, j'ai commencé à accompagner une personne, 2 personnes, 3 personnes. Pour l'instant, j'ai 12 livres qui ont été publiés par mes clients, que j'accompagne de l'idée à la publication, en associant, quand il y en a besoin, le côté thérapeutique. Oui, c'est ta spécificité. C'est ma spécificité. D'ailleurs, voilà. tu te présentes aussi comme écrit-thérapeute. C'est ça. Alors, je t'ai entendu dire souvent que c'est un métier qui n'existe pas. Non. C'est toi qui as créé cette intitulé-là. Oui, c'est le truc qui m'est venu un jour, comme mon entreprise Délivrez-vous est arrivée un soir à 19h, alors que je cherchais un nom d'entreprise et je trouvais pas, c'était compliqué. Alors, il faut expliquer peut-être la subtilité parce que il faut le voir et le lire pour le comprendre. Ceux qui nous écoutent peut-être ne savent pas la subtilité du nom de ton entreprise. Délivrez-vous. Alors, il y a le côté se délivrer, donc délivrer du verbe délivrer, vous, et de l'autre côté, D-E-S, livre, les livres, et vous. Voilà. C'est donc le dessin avec une plume, évidemment, qui a été créé par mon fils. Donc, mon entreprise s'appelle Délivrez-vous. Et effectivement, le terme, je savais pas comment me définir, mais c'est quoi ton métier? Et quand on me disait ça, j'en sais rien. Moi, c'est pas écrivain public, c'est pas biographe. J'étais référencée à la chambre de métier, pour, prestations de secrétariat et autres écrits, mais tu te reconnaissais dans aucune je me reconnais. Non, je rentrais pas dans les cases. Je suis jamais rentrée dans les cases déjà. Mais et là, ça coincé. C'est pour ça que j'ai changé. Créé la tienne. J'ai créé la mienne. Voilà, exactement. Et Délivrez-vous, du coup, c'est imposé à moi, et le métier d'écrit-thérapeute s'est imposé aussi à moi de cette façon-là, pour lier vraiment ces deux aspects que je fais naturellement en fait. Et petit à petit, j'ai créé pas mal de choses. Et ta tagline, notamment sur ton site, c'est l'écrit-thérapie pour se libérer du passé et avancer sur son chemin d'évolution. C'est ça. Et tu as aussi noté la plume libératrice. Ouais. Vous accompagne dans tous vos écrits. Donc il y a vraiment cet aspect, c'est pas juste prêter ta plume aux autres pour qu'ils racontent leur histoire. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est ça, il y a un vrai travail personnel tout à fait. Qui s'engage dans l'écriture de son histoire. Ouais. J'amène les personnes en fait à décoder leur histoire, pour en retirer les messages, à faire des liens entre les différentes expériences et pour se libérer émotionnellement aussi de toutes ces croyances qu'ils ont pu, comme moi. C'est le chemin que j'ai fait en fait. Et j'accompagne vraiment sur ce terrain-là pour vraiment laisser le passé au passé, en tirer les avantages avec les messages, les leçons pour arriver à retrouver la confiance en soi, arriver à se faire confiance et arriver à définir aussi le futur. Qu'est-ce que je veux vraiment ?
Je suis partie de là. Il s'est passé tous ces éléments-là. Grâce à ça, je suis la personne que je suis aujourd'hui. Et maintenant, qu'est-ce que je veux pour l'avenir? C'est vraiment ça. C'est vraiment le prérequis de départ. C'est-à-dire les personnes qui te contactent, elles sont vraiment dans cette intention-là? Pas toutes. Pas toutes. Pas toutes. Alors au début, c'est marrant parce que ça aussi, ma clientèle a évolué. Au début, c'était beaucoup de récits de vie très compliqués, où il y a effectivement la thérapie prenait une grosse place. Et là, de plus en plus, j'ai des thérapeutes qui viennent me voir pour écrire leur chemin de résilience. C'est encore une autre démarche. Mais souvent, c'est pareil, ils partent d'une enfance généralement compliquée et ils ont déjà fait en amont ce travail-là. Donc là, c'est vraiment le travail plus technique, on va dire, et aussi d'avoir une autre vision de l'avenir et la construction du nouveau monde. Et c'est vraiment ça. Et ça, c'est un truc qui me tient à cœur. Et même dans mes livres, je m'aperçois que c'est en train d'évoluer. Le 8e, il a rien à voir avec les 7 premiers. Tu nous en dis un peu plus? J'ai attiré ta curiosité. Enfin, j'ai envie de tout savoir. Le premier, bon, c'est mon histoire avec qui est quand même chaotique, qui est quand même voilà, un peu difficile, mais aussi version espoir. C'est pas Cosette. Je voulais pas faire du Cosette. C'est pour ça aussi que ça a peut-être mis longtemps à émerger parce que avant je l'aurais écrit sous forme Cosette. Oui, peut-être avec de la colère, de la rancœur. Énormément. Il y en a quand même encore dans le premier. Oui. Et justement, le 8e, je suis en train de transformer ça puisque je suis en train de regarder les choses autrement et de pardonner aux différents acteurs et même d'arriver à les remercier. Ça, c'était pas gagné. Dans le premier, j'aurais jamais fait ça. Mais c'était il y a 8 ans. Donc, il y a 8 ans d'évolution supplémentaire entre les deux. C'est vrai que l'objectif de celui-là, c'est vraiment de redonner de l'espoir à tout le monde et d'amener les gens à regarder leur histoire avec un autre regard. Comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait vécu, parce que quand c'est les autres, c'est vachement plus facile que quand c'est soi-même. Parce que quand c'est soi-même, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on a tous nos filtres, on a toutes nos peurs, on a toutes nos croyances, on a toutes nos blessures qui se réactivent, on a tout ça, les autosaboteurs, la groseille, elle est en forme. Hein. Elle était super en forme là quand j'ai écrit Enfin libérée, parce qu'elle était vraiment dans la colère encore. Et là, j'ai libéré tout ça. Peut-être qu'il en reste encore, qu'il en reste tout le temps, mais au moins, là, je vais de plus en plus dans les profondeurs de l'arbre. Maintenant que j'ai réussi à retrouver mes racines, bah c'est quand même plus facile. Et maintenant, je me dis, et qu'est-ce que tu aurais fait à sa place? Et ça, c'est une question quand je me pose pour chaque acteur. Qu'est-ce que tu aurais fait à sa place? Bah, j'aurais peut-être pas fait mieux. Peut-être que j'aurais fait pire. Comme si tu arrivais à faire un pas de côté. Ouais. Enfin, à occuper la place de chacun de tes personnages de ton histoire. C'est ça. Comme dans une constellation familiale aussi, ou comme c'est ça. C'est ça. On joue des rôles. Oui, cristalline. Cristalline tout à l'heure, mais effectivement, oui, ça m'a amené ça aussi. Parce que bien entendu, je continue mon chemin d'évolution. Je continue aussi à me faire accompagner parce que j'ai beau écrire, même si j'utilise l'écriture pour poser mes émotions, pour poser les événements, pour poser ma compréhension des choses, sur plein d'aspects. Cultiver ma gratitude aussi, parce que ça, c'est quelque chose qui est important et que vers lequel j'emmène mes clients aussi à cultiver la gratitude malgré tout. Même si il y en a qui disent, mais non, mais tu veux pas que je lui pardonne? Non, mais après tout ce qu'il a fait. Non. Oui, mais j'ai fait ce chemin-là. Et c'est là qu'il faut arriver. Il faut arriver, même dans les choses les plus difficiles, les plus sombres, c'est d'arriver à pardonner aux acteurs. Qu'est-ce qui t'a permis, à ton avis, d'en arriver là, de pouvoir passer ce cap-là, de pardonner, voire de remercier? C'est de me faire accompagner, de ne jamais lâcher, de toujours continuer à cultiver cette puissance de l'écriture aussi thérapeutique. Alors à travers des personnages que je peux inventer, comme dans l'héritage de Julie, elle est inventée de toutes pièces, mais elle amène aussi une certaine réflexion. Je sais qu'à travers ce livre-là, mon père m'a passé des messages sur une partie de sa vie puisqu'il était lui-même chirurgien. Et il y a un chirurgien dans l'histoire. Donc c'est un moyen aussi d'écouter aussi, de m'ouvrir aussi l'esprit, de m'ouvrir aussi de plus en plus sur la spiritualité évidemment. L'écriture automatique, je fais un petit peu, mais bon, juste pour moi. Oui, parce que comment te vient l'inspiration? Parce que tu en es à ton 8e en 8 ans, c'est quand même assez extraordinaire parce que c'est pas ta seule activité. Tu as une capacité d'écriture qui est quand même très importante. C'est ma vie, l'écriture. Moi, tu m'enlèves l'écriture, tu m'enlèves la vie. Hein. C'est un incontournable pour moi. Je conçois pas. C'est vrai qu'il y a des cahiers partout. C'est vrai que... Mais c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis toute petite. Depuis que je sais lire et écrire, je pouvais pas parler. Donc, il fallait bien que je trouve un moyen. Et le moyen que j'ai trouvé, c'est l'écriture. Parce que la feuille blanche, on peut tout lui confier. Elle va jamais rien dire. Elle râle pas, critique pas, elle juge pas. Tu peux tout lui dire. Elle accepte tout, donc c'est ok.
tout cas, on se pose la question toujours effectivement de la création, de l'inspiration. Comment est-ce que c'est possible, que ce soit dans la musique, la composition, l'écriture d'un texte, la réalisation d'un livre. Effectivement, comment ça se passe en fait? Il y a toujours cette curiosité de comprendre. Je vais me lever un matin. Ça vient comme ça. Ça, je pourrais même pas te l'expliquer. Un matin, je vais me lever, le deuxième livre, je l'ai écrit comme ça. Je fais des salons du bien-être pour présenter mon premier bouquin, et un matin, je me réveille en disant, je vais écrire un guide, parce que dans les salons du bien-être, j'ai l'impression que les gens, ils sont paumés, il y a tellement de techniques. Dans ce guide-là, je vais référencer tout ce que moi j'ai fait. Et je mets en avant les thérapeutes qui m'ont accompagné sur ce plan-là. Puis quelques petits exercices que j'ai moi-même fait d'introspection pour les aider. Mais c'est toujours, ça se passe comme ça. Julie, un matin, je me suis levée, j'ai dit, j'ai inventé l'histoire de Julie. Je l'ai écrit en 2 mois et demi, celui-là. C'est rapide. Et oui, tout en travaillant, en assumant mes prestations, en assumant, parce qu'entre deux, j'ai créé des formations en ligne aussi. Oui, c'est ce que je disais en aparté. Je suis très admirative de tout ce que tu as mis en œuvre en si peu d'années. Mais ça se fait naturellement, en fait. Un matin, je me lève avec une idée et puis je la mets en place. Voilà, je crée mon truc et je me tiens par contre. Quand je décide de démarrer un projet, je vais jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que pendant 1 an, j'ai pas écrit de bouquin. En 2017, j'ai pas écrit de bouquin, mais j'ai monté la formation Osez écrire votre histoire pour aider les gens, parce que j'avais des demandes à ce moment-là. Comment tu fais pour écrire un livre? Je vais faire une formation. Et j'ai commencé par créer le PDF, les petits books là en PDF. Bon, il y a 400 pages. À 4. Et après, j'ai enregistré, après j'ai créé un diapo, après j'ai enregistré le diapo, après je l'ai animé, j'ai animé, après j'ai enregistré, et puis j'en ai fait une formation en ligne. Et est-ce que tu as fait évoluer tes supports de communication? Alors tu es sur tous les réseaux, tu as une chaîne YouTube, tu es en vidéo, en audio, tu fais des visios, Ouais. Oui, je fais pas mal de choses, on te sent dans ta zone de génie, vraiment, clairement. Puis les agendas, c'est pareil, je trouvais pas d'agenda. Nouveauté 2024. Ah non, c'est la 5e année, l'agenda. Je me suis réveillée entre Noël et Jour de l'An, c'était en 2017. Oui, parce que j'ai commencé 2018, 2019, 2020. Ouais, non, c'est ça. Et non, 2019 le premier. Donc c'est entre Noël et Jour de l'An 2018. Je sais plus, j'ai plus les années. Je me suis dit, tiens, si je crée un agenda avec ces développements personnels, ça pourrait être sympa. Et en fait, j'ai regroupé ce que moi je faisais déjà avec plusieurs cahiers, je l'ai regroupé en un en fait. Où l'agenda peut nous servir en fait de support d'évolution aussi, parce que d'une année sur l'autre, je vois la différence, parce qu'on l'utilise bien entendu pour atteindre des objectifs professionnels, personnels, etc. Mais c'est aussi tout le côté bilan de l'année d'abord, bilan de la semaine, bilan du mois, et après bilan de l'année. Et ça permet aussi de se poser, de gérer ses priorités. Donc ça, c'est le côté assistante qui ressort, la gestion des priorités. Le bilan en fin de semaine va nous permettre de voir si on a tenu nos objectifs ou pas. Comment on s'est senti émotionnellement, parce qu'il y a toute une partie aussi personnelle, développement personnel dans le bilan du mois, avec des pages blanches aussi pour ajouter des trucs. Parce que moi, j'ai jamais assez de place pour écrire. Il faudrait presque du A3. Et donc, j'ai créé aussi ce truc-là, mais ça m'a pris comme ça un matin. Je me suis dit, entre Noël et Jour de l'An. Donc, on a testé, nous, sur l'année 2019, on l'a testé avec une impression maison imprimante. Et on l'a testé tous les deux, et puis voilà, puis après je l'ai commercialisé tous les ans. Là, j'ai rajouté sur 2024 la roue de la vie, parce que ça me paraissait important. Il y en a 3 en fait. Il y en a une au début, une au milieu et une à la fin. Ok, qu'est-ce que c'est? La roue de la vie, en fait, c'est un camembert que tu vas diviser en 8 parts. Et sur chaque domaine de ta vie, t'as le perso, t'as le privé, t'as le personnel, donc le professionnel, t'as le familial, le relationnel, etc. Sur tous les plans, et tu vas te positionner entre 0 et 10, et tu vas dessiner dans ta roue, tu vas colorier en fonction du camembert, en fait, en partant du centre qui est au 0 et sur le bord du camembert, c'est 10. Et pour ça, chaque domaine, tu donnes une évaluation. Et le but, c'est d'avoir une roue qui est parfaitement équilibrée. C'est quoi ton niveau de satisfaction, en fait, c'est ton niveau de où est-ce que tu te situes ici et maintenant, sur le domaine perso, sur le domaine privé, sur le domaine financier, sur le domaine amical, etc. Et après, tu relis tout ça, tu colories au centre et tu vois si ton cercle il est bien rond ou s'il est un peu bancal. Bon, généralement, il y a toujours 1 ou 2 domaines qui sont, c'est jamais linéaire. Et tu fais la même chose au mois de juin, fin juin et fin décembre après 2024. Et après, tu compares. Et ça te permet de voir là où il y a des manques et là où il faut que tu attires ton attention. Et là, dans la gestion des priorités, tu vas pouvoir ajuster dans le domaine qui est le plus proche de 0 pour le faire monter au moins de 1 ou de 2, etc.
Ceux qui sont proches de 10, bon bah ok, tu continues sur le même chemin, c'est ok. Mais c'est ceux qui sont plus proches de 0 qui méritent ton attention. Où est-ce qu'on peut se procurer ton agenda, tes livres? Sur mon site internet, donc mounayre.net, mouneyres.net. Les livres, on peut les trouver aussi sur Amazon. Sinon, quand je fais des salons dans le secteur, mais le plus simple, c'est le site internet. Tu as fait le choix de l'auto-édition? Oui. J'ai été éditée pour les 2 premiers à un moment, j'en suis sortie, parce que le premier d'un bouquin de 350 pages, il m'en a fait 900, tout simplement parce qu'il a voulu bouger les marges et modifier la couverture. Et je me suis aperçue qu'au niveau de la com, c'était pas ça. Bon, après, c'était une petite maison d'édition qui est près de Nîmes, mais c'était la com était faite par des stagiaires qui étaient là que 6 mois de l'année, et ça m'a franchement rien apporté parce qu'ils m'ont vendu 3 bouquins et c'était 3 clientes à moi. Et au lieu de gagner 20 €, j'ai gagné royalement 1,89 € par livre. D'accord. Donc, moralité, je suis très bien en auto-édition parce que moi, mes bouquins, on n'y touche pas. C'est ma mise en page, c'est mes couvertures, ça me ressemble, c'est mes textes et on change pas. oui, c'est vraiment d'avoir la main dessus, Exactement. la liberté, effectivement. Exactement. De plus en plus, ça rejoint les interviews que j'ai faites. Je te parlais en aparté de Marianne Dubé, qui elle aussi a créé sa maison d'édition. Voilà. Aussi pour à peu près les mêmes raisons que toi, Agnès Capelli. Tout à fait. Et finalement, il y a aussi cette indépendance. Exactement. Et alors, c'est sûr que ça demande d'avoir toutes les casquettes de commercial, c'est ça. créateur. Après, voilà. T'as toutes les casquettes, mais au moins tu maîtrises tout. Parce que je connais des personnes, des auteurs qui ont même été édités chez Très Daniel, pour pas les citer, mais ils en reviennent aussi parce que c'est plus leur bébé. Tout a été modifié. J'en ai même une, ils ont carrément changé tout le plan de son livre. Moi, ça me plaît pas. En tout cas, c'est intéressant parce que on a discuté longuement avant de faire l'interview, mais c'est comment à un moment donné, on reprend la main sur notre vie et on met en place, on parlait de production de concerts, il n'y a pas, pas forcément moyen de trouver un producteur, mais on va soi-même devenir producteur dans son propre concert pour au moins être sûr aussi qu'on va respecter ce qu'on a créé et imaginer. Toi, tu crées aussi ta maison d'édition pour pouvoir créer comme tu as imaginé les choses. C'est ça. Et c'est finalement être pleinement autonome et indépendant dans son activité. Ah, mais moi, je suis autonome de toute façon. Moi, déjà, je suis une nature indépendante. Donc, je conçois pas qu'on me dise, non, tu mets la virgule là et pas là, ou tu mets la mise en... Non, c'est mes mises en page, ça me ressemble. C'est mon identité. Ah oui, c'est une histoire d'identité. Il est certain que tu as une identité qui est remarquable dans les salons et ça c'est sûr. Ouais. C'est mon jaune. Bon, au départ, je l'ai pas fait exprès. C'était inconscient. Ouais. Mais après, en travaillant avec les couleurs, j'ai compris que le jaune me ressemblait en fait. C'est le côté solaire, c'est le côté empathique, c'est le côté lumineux, c'est le côté ça me ressemble. C'est le soleil, c'est la lumière. Oui, c'est aussi ta singularité. Oui. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner à nos auditeurs qui voudraient se libérer de leur histoire? Écrivez-la. Alors quoi, comment, quand, sous quelle forme? Peu importe que ce soit pour vous, simplement pour vous libérer, ou que ce soit ne serait-ce que pour transmettre aussi à votre famille, parce que pour moi c'est hyper important. C'est hyper important de transmettre son histoire pour lever les non-dits. Parce que les non-dits, j'en ai tellement souffert et je rencontre tellement de personnes qui ont des non-dits dans leur famille que c'est insupportable. Mieux vaut avoir une vérité qui est difficile que des non-dits qui vont nous laisser imaginer le pire. Tu parlais tout à l'heure du cadeau que tu as fait à ta fille pour ses 20 ans. Ouais. Finalement, c'est comme si ça lui amenait aussi un éclairage dans son histoire familiale. Et même ton fils, tu dis, il a mis un petit peu de temps à le lire. Ouais. Et finalement, ça leur a amené un éclairage sur leur histoire de famille. Tout à fait. Ça leur a amené de la conscience aussi, parce que mine de rien, c'est leur histoire aussi. Et les non-dits se sont répercutés aussi, puisque moi, j'ai aussi continué à ne pas dire certaines choses pour pas les blesser, mais en fait, les mettre en lumière, je m'aperçois que ça leur est bénéfique aussi. Et cicatriser son histoire, c'est aussi les cicatriser eux. Parce que c'est enlever du transgénérationnel qui est complètement inutile. Et je sais que dans la lignée des femmes, j'ai pas mal de choses à nettoyer aussi sur l'illégitimité, parce que a priori, je serais venue sur Terre pour ça, pour libérer aussi les femmes de ce côté enfant illégitime, etc. Parce qu'apparemment, il y en a eu d'autres. Est-ce que d'écrire son histoire, ça permet donc de lever peut-être les secrets, les non-dits, et finalement de mieux se parler ensuite? Et ça favorise la communication, exactement, exactement. Ça lève aussi les conflits, parce que quand on dit pas les choses ou quand c'est sous-entendu, etc., ça crée des conflits. Et ces conflits sont complètement inutiles. Pourquoi il y a autant de discorde aussi dans les familles? Parce que il y a peut-être aussi ces non-dits, ou un même événement qui va être perçu de différentes façons.
On n'a pas tous la même vision, on n'a pas tous les mêmes filtres. Et si tu prends 10 personnes dans une pièce qui vivent la même chose, t'en as pas 2 qui vont la raconter de la même façon. Parce qu'on a tous notre propre interprétation avec nos propres filtres. Et dans les familles, c'est pareil. Les enfants, ils vont être élevés exactement de la même façon, mais ils vont pas du tout avoir la même vision de leurs parents. Donc c'est ça qui crée ces conflits-là. Et le fait de poser les choses, d'écrire vraiment sa vérité, parce qu'il n'y a pas une vérité. On a tous notre propre vérité. Et c'est là où ça va être intéressant de poser l'histoire, parce que ça va permettre aussi à l'autre de comprendre notre vision des choses. Et peut-être de se mettre à sa place, comme moi je l'ai fait avec ma grand-mère. Oui, de pouvoir créer de l'empathie. Qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Empathie, oui, ou même de la compassion. Exactement, j'aurais peut-être pas fait mieux, peut-être que elle a fait de son mieux avec les moyens qu'elle avait, parce qu'après ça m'a permis moi de me ramener à ce que j'ai aux bribes, parce que c'était toujours par bribes que j'avais les infos, de rassembler un petit peu tout ça, comment on va construire un puzzle, et de comprendre que elle, sa problématique, avec la vie qu'elle a eue, elle pouvait pas faire autrement en fait. C'est juste d'arriver à cette conclusion-là. Mais il m'a fallu 60 ans, 62 ans pour arriver à faire ça. C'est énorme. Donc si tout le monde fait ça et que ma fille, elle m'a dit, elle avait une de copines à elle, elle a la grand-mère qui a écrit l'histoire, sa mère qui a écrit la continuité, et je sais même pas s'il n'y avait pas encore une génération au-dessus. Et là, il y a toute l'histoire de la famille. Et ça, c'est génial. C'est génial parce que là, du coup, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de tout ça. Les choses ont été posées. Et ça, c'est top. Là, j'ai envie de dire, tout le monde devrait faire ça, en fait. Vraiment tout le monde. Quel retour tu as des personnes que tu as accompagnées dans l'écriture de leur histoire? Ah, j'ai des magnifiques retours. Bon, des personnes qui deviennent des amis au bout d'un moment. C'est génial. Oui, ça crée parce qu'il y a une complicité qui se crée, il y a une compréhension, il y a énergétiquement, c'est fluide. Ceux avec qui c'est pas fluide, ils reviennent pas. Mais c'est OK. C'est OK. C'est comme ça. Et des véritables transformations, je pense particulièrement à une personne qui est sourde et muette. Et non, sourde. Je peux mettre n'importe quoi, elle est pas muette. En plus, c'est une pipelette là maintenant. Qui était énormément complexée par sa voix de sourde, mais en fait, sa surdité a été décelée très tardivement, à l'adolescence. Et elle a été mise dans un espèce de foyer. Oui, c'est ça, on va appeler ça comme ça. Un centre pour enfants en difficulté. Et là, bien entendu, elle n'était pas du tout à sa place. Elle avait simplement des capacités scolaires. Elle suivait très bien en primaire. Et quand au collège, elle a été basculée dans ce centre et elle a vécu des choses absolument abominables avec des jeunes délinquants. Et là, ça l'a détruite. Ça l'a vraiment détruite. Et quand je l'ai connue, elle était en burn-out. Et avec une estime d'elle-même au ras des pâquerettes, enfin voilà. Elle a eu une vie hyper compliquée avec les hommes, ça a été une succession de méchanceté, de viols, de tout ce qu'on veut. Donc je crois qu'elle a tout eu et elle a gardé ça pour elle, sa famille n'était absolument pas au courant. Mais par contre, le livre a révélé tout ça aussi à sa famille et ça leur a permis aussi de comprendre tout ce qu'elle a pu endurer, qu'elle n'a pas laissé passer, ça se voyait pas quoi. Elle gardait malgré tout le sourire chez elle. Et ils étaient loin de se douter qu'elle avait vécu ça. Donc elle, c'est vraiment une transformation. Une transformation de ses proches ou une transformation elle-même elle a vécu une transformation. Ah ben elle, je peux te dire que elle est partie de très très bas et aujourd'hui, elle a retrouvé la confiance en elle, elle est en train de se poser la question sur l'avenir. Elle sait qu'elle a quelque chose à développer, elle sait pas trop comment faire. Elle est dans cette phase-là où j'étais moi en 2015. Elle est dans cette phase où elle sait qu'il y a un truc avec depuis que le livre est sorti, il est sorti au printemps. Ça a été une révélation pour elle. Elle existe. Elle aussi, elle existe. Elle n'existait pas. Elle était vraiment prise comme le paillasson, quoi. C'était vraiment ça. Et aujourd'hui, elle dit non, je suis quelqu'un. Et ça, c'est génial. Oui, comme ça, il y avait une forme de réhabilitation. Exactement. Ouais. D'ailleurs, elle continue parce que voilà, le livre est publié, donc on travaille plus ensemble vraiment. Mais elle continue sur mon programme Clarté, si tu veux, qui permet d'aller au fond de soi et de se libérer émotionnellement. Donc elle continue à travers le programme. Et comme je fais des masterclass toutes les semaines, du coup, je la vois toujours évoluer puisqu'elle fait partie du programme. Et ça, c'est génial. Oui, tes accompagnements en écriture, là, sont un vrai déclencheur. On va vraiment avec moi, on va vraiment en introspection. Si on attend 2 mois que je donne la baguette magique, ça marche pas. Et c'est pas ça. Moi, j'amène toujours les personnes à l'intérieur d'elles-mêmes pour aller chercher leurs propres réponses. Alors, c'est pas facile. Il faut vraiment faire sa partie du job. Moi, j'ai pas la baguette magique, hein. Moi, je suis à l'école Lise Bourbeau. On va chercher, je vous amène à l'intérieur. Oui, c'est une écriture introspective. Exactement. Ouais. Exactement. Et tellement libératrice. Ouais.
parce qu'on va vraiment à la rencontre de nous-mêmes. C'est un moyen de mieux se connaître. C'est un moyen de vraiment renaître de ses cendres. C'est vraiment ça. C'est la liberté aussi d'être parfaitement aligné avec soi-même, de renaître de ses cendres pour notre propre évolution. D'où le programme Clarté. Quelle est ta raison d'être aujourd'hui? Aider un maximum de personnes à aller à faire ce chemin-là, à se libérer. On supporte beaucoup trop de choses, beaucoup de poids sur nos épaules qui sont pas du tout utiles, qui nous ralentissent et qui nous amènent à prendre des chemins de traverse, à nous perdre. Donc c'est de revenir à notre authenticité, voilà, c'est mon objectif, il est là, de toucher un maximum de personnes pour pouvoir évoluer et construire le nouveau monde. Alors, quelle transition, Marie-Pierre. Je l'ai pas fait exprès. On s'approche de la fin de l'interview. Donc, justement, je t'ai invité sur mon podcast où je donne la parole aux acteurs du Nouveau Monde. C'est quoi pour toi le Nouveau Monde? Le Nouveau Monde, c'est un monde où on retrouve l'humain au cœur de tout, où on communique chacun de cœur à cœur. C'est vraiment d'enlever tous ces artifices, tout ce monde d'illusions. C'est vraiment de retrouver l'authenticité, de retrouver vraiment d'âme à âme. Et d'avancer tous ensemble sur le même chemin, main dans la main. Alors c'est pas du tout perché, c'est pas illusoire, c'est pas être dans un monde de bisounours comme on a pu me le dire souvent. C'est pas ça, c'est de revenir vraiment à l'humain, en lui-même. C'est vraiment ça le nouveau monde, dans la bienveillance, l'honnêteté, avec vraiment les valeurs humaines qui malheureusement sont de plus en plus perdues et ça à mon grand désespoir. On est bien d'accord. C'est de retrouver tout ça. Pour cette raison, effectivement, je voulais écrire aussi ce podcast. Pour nous reconnecter à notre humanité. Oui, c'est ça. Et à l'humanité avec un grand H. Exactement. Ouais. C'est ça. Retrouver cet amour de l'humain, cette bienveillance, cette entraide, ces partages, c'est vraiment ça, quoi. C'est pas l'éléphant rose, hein. C'est vraiment retrouver l'humain. Et c'est possible. Oui. Bien sûr que c'est possible. Comment est-ce que tu penses que tu apportes ta pierre à l'édifice? À aider les gens, justement, à mieux se connaître, à mettre de la clarté dans leur vie, à éclairer leurs ombres. C'est vraiment le sujet du moment. Oui, ça tombe. Oui. C'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment ça. Et moi, j'aide les gens, grâce à l'écriture, justement, à pouvoir se poser les bonnes questions, à pouvoir poser des mots sur leurs mots, à vraiment écrire pour se libérer. C'est vraiment mon dada. Bah, en tout cas, quand on regarde un petit peu ton parcours de vie, on voit combien c'est un outil qui est puissant. Très puissant. Très puissant. On sous-estime peut-être. Ah oui. Et petite chose, tu recommandes aussi énormément d'écrire à la main. Ah oui. Parce que ça sollicite d'autres mécanismes et d'autres schémas neuronaux que si on écrit sur son clavier d'ordinateur. C'est pas du tout la même puissance. Ouais. L'écriture à la main, notre stylo, il va se balader sur la feuille. Notre main va faire des mouvements et ça crée 7 fois plus de connexions neuronales que quand on écrit sur un clavier. Évidemment, un livre, on va le faire sur le PC, bien sûr. Mais quand même, l'écriture à la main est importante. Et dès le plus jeune âge, quand je vois des gamins avec des tablettes dès le CP, moi, franchement, ça me dérange. Parce qu'on perd justement ces connexions neuronales, on perd tout ça. Sachant que le cerveau d'un enfant n'est pas complètement terminé avant l'âge de 25 ans. Tout à fait. Et la partie frontale, donc toute la partie, voilà. Ouais. Donc cette partie manuscrite, écriture manuscrite est vraiment hyper importante. Hyper importante. Oui, on est presque milité pour préserver l'écriture manuscrite. Ah oui, ça, je suis en tête de ligne. On y va. L'interview touche à sa fin. Déjà? Ouais, c'est passé vite, mais il y aura encore tellement de choses à dire, mais bon, je pense que ce sera déjà bien pour une première fois. Quelle est la question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? C'est une bonne question, je te remercie de l'avoir posée, j'ai pas la réponse. Quand sortira le prochain livre, peut-être? Alors, quand est-ce qu'il sortira le prochain livre? Alors, normalement, il est prévu en début d'année 2024. 8e livre, année 2024, qui est une année 8 aussi. Et l'interview est projetée pour février, si je me trompe pas. Donc, année 8. Ouais. Voilà. Donc, février, peut-être qu'il sera sorti ou il sera sur le point de sortir, je ne sais pas encore. Okay. Pour l'instant, il est encore en cours d'écriture. Bon, il est bien avancé, hein. J'ai presque 300 pages en un mois et demi, donc... Ah oui, en effet. Voilà. Est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose avant de terminer sur mon petit jeu fétiche? Prenez tous votre plume. Osez écrire votre histoire. Et mettre de la clarté dans votre vie. C'est 2 programmes que j'ai.
Non, mais... Ces 2 programmes en ligne, hein, Osez écrire votre histoire et le programme Clarté. Il y en a un autre entre les deux qui s'appelle Rebondir après un burn-out aussi, qui est l'approfondissement de mon 4e livre qui s'appelle Le jour où j'ai compris et qui met en avant Michaela, qui est une assistante de direction, qui me ressemble beaucoup, qui fait les mêmes erreurs et qui se réveille un matin, mais plus pouvoir mettre un pied par terre. Elle est en burn-out. Début du livre. Et donc, on l'accompagne sur ce cheminement et le programme, bien sûr, approfondit la situation de Michaela. Très bien, merci. On termine sur le portrait chinois. Alors oui, allez. Tu te rappelles si tu étais, alors un plat, lequel serais-tu? Une paella, parce que j'adore la paella. En même temps, on est à côté de l'Espagne. Oui. Si tu étais un livre? Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, hein, qui ont été tellement déclencheurs de mon cheminement. Donc, comme j'en ai parlé en plus tout à l'heure avec les vertiges, ça a été le livre qui m'a ramené dans ma réflexion, dans mon enfance. Donc oui, après Lise Bourbeau, voilà, il y en a plein d'autres. Hein, mais c'est celui qui était venu spontanément. Oui, tout à fait. Si tu étais un dicton? Écrire pour se libérer. Je vais prendre ça depuis 8 ans. Si tu étais un film? Erin Brockovich. Alors, avec Julia Roberts, c'est un film qui m'a énormément touchée, que je connais par cœur, parce que je me suis un peu identifiée à Erin, qui était seule au monde, en état de précarité, et qui arrive à quelque chose d'assez fabuleux, à faire tomber même une grosse société de gestion des eaux usées, qui vient en secours à énormément de familles pour faire reconnaître leur cause et leurs victimes, leur rôle de victime en fait réel dans le film. Et elle arrive à vraiment à sortir de l'eau cet énorme poisson et ça c'est génial. Et si tu étais un super-héros, une super-héroïne? Erin Brockovich, hein. Bien sûr. Merci Marie-Pierre pour ta participation. Merci Katia. Ce fut un plaisir. Plaisir partagé. Et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de Marie-Pierre Mouneir vous aura inspiré. N'hésitez pas à la contacter directement sur ses réseaux. Vous trouverez tous les liens dans la description de cet épisode. À bientôt. À bientôt. Merci à tous. J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à mon profil sur LinkedIn. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.